Tradition respectée au palais de Koulouba. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, reçoit les vœux de nouvel an des institutions et autorités indépendantes. Le chef de l'État salue le travail accompli en 2025, souligne l'importance de la justice, de la sécurité et de la bonne gestion des ressources publiques et trace les grands chantiers de 2026 pour un Mali résilient, sécurisé et réformé. Magistrats, experts et partenaires techniques réunis pour jeter les bases d'un pôle judiciaire spécialisé, une initiative présidentielle pour une justice plus performante et accessible. Le ministère de la Justice organise un atelier à cet effet sur la création du dit pôle. Droit des transports et de la logistique au Mali, précis de droit malien. Un ouvrage coécrit par les docteurs Gaussou Diarra et Omarou Zakaria Touré pour réguler, moderniser et structurer un secteur clé du développement national. Voilà pour les titres. Le développement complet de l'actualité, c'est tout de suite, mesdames et messieurs. Bonsoir et toutes nos excuses pour ce retard. Vœux des institutions, président de la transition, tradition respectée au palais de Koulouba. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu ce mercredi les vœux de nouvel an des institutions de la République, un moment solennel qui a permis au Conseil économique, social, environnemental et culturel, aux autorités indépendantes et au Haut Conseil des collectivités de faire le bilan de 2025 et annoncer les grandes priorités de 2026. La synthèse de ces messages avec Alousseni Touré. C'est un rituel qui marque le début de l'action républicaine pour l'année 2026. À Koulouba, les responsables des grandes institutions ont tour à tour décliné leurs priorités devant le chef de l'État. Pour le Conseil économique, social, environnemental et culturel, l'année 2025 a été celle de l'expertise au service du développement. Entre recommandations sur la gouvernance minière et avis sur la loi des finances 2026, l'institution s'est positionnée comme un éclaireur des politiques publiques. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a exécuté plusieurs activités essentielles. La tenue de la 7e session ordinaire de la 6e mandature sur les thèmes du secteur minier, ayant abouti à des recommandations pertinentes pour l'amélioration de la gouvernance minière. La tenue de la 8e session ordinaire consacrée à l'adoption du rapport annuel 2025 sur les attentes et préoccupations de la société, transmis à votre haute attention. Les visites de terrain sur de nombreux sites agricoles, agro-industriels et de recherche. La formulation d'avis sur le budget respectif 2025 et la loi des finances 2026 assortie d'échanges techniques avec les institutions financières et les secteurs privés. Les immersions industrielles et participation à la conférence internationale de Brazzaville sur les enjeux environnementaux et le développement durable. Dans le cadre de l'année de la culture, j'ai présidé les journées culturelles organisées à Mopti, ainsi que la caravane Al-Fadi pour la paix à Tombouctou. Sur le plan de la coopération internationale, la réception du président du Conseil économique et social de la Grèce et la signature d'un protocole de partenariat à la faveur de la tenue de la 7e session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali consacré au secteur minier du 3 au 17 février 2025. Les autorités administratives indépendantes ont quant à elles établi un bilan marqué par une forte proximité avec les citoyens. Plus de 12 000 usagers ont été accompagnés par le médiateur de la République. L'accent a également été mis sur la souveraineté numérique et la moralisation de la vie publique via l'OCLEI. Dans le domaine des droits de l'homme, le médiateur de la République a accompagné 12 488 citoyens, enregistré 184 réclamations dont 107 clôturées et 67 en cours, et reçu 452 dossiers lors de la 29e session de l'espace d'interpellation démocratique. Il a remis à votre Excellence les rapports annuels 2023 et 2024 et inauguré le siège de la délégation territoriale de Ségou financé par le budget national. En perspective, la construction de nouveaux sièges et le renforcement des capacités des collaborateurs sont prévus. La CNDS a géré des dossiers de violation, produit des rapports thématiques sur les engagements internationaux du Mali et prépare de nouvelles études, notamment sur l'origine endogène des droits de l'homme. L'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, a consolidé la souveraineté numérique et la protection des droits fondamentaux.
Parmi ces réalisations majeures, la création du premier master en droit du numérique au Mali, la célébration de son 10e anniversaire, l'ouverture de 4 antennes régionales à Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti et l'application du décret 2024-0300 qui a permis de répertorier plus de 15 000 responsables de traitement et de mobiliser 850 millions de francs CFA pour le trésor public. L'autorité de gestion des réparations, AGRV, créée auprès du ministre chargé de la réconciliation, a tenu sa 5e session ordinaire, élaboré des outils de gestion, évalué les préjudices et mené des actions de communication. La lutte contre la corruption et la délinquance financière a été marquée par l'entrée en fonction du 4e vérificateur général en la personne de M. Abdul Aziz Aguissa. Le bureau du vérificateur général a finalisé le rapport annuel 2024, conduit des missions de vérification à Bamako et ailleurs, transmis aux autorités compétentes les faits susceptibles d'infraction, renforcé la synergie avec les acteurs de lutte et organisé des formations pour son personnel. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite OCLEI a intensifié ses actions de prévention et sensibilisation, notamment avec le lancement du réseau des clubs Honnêteté, Intégrité et Conseil, mobilisant plus de 5 000 jeunes. Sur le plan répressif, plusieurs dossiers ont été transmis à la justice et un guide d'investigation a été adopté. La cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF a intensifié la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Ses principales réalisations incluent la demande d'adhésion au GIABA, la visite d'évaluation du GAFI, la sortie du Mali de la liste grise, la mise en œuvre du plan 2022-2024 et l'acquisition du logiciel Go AML. La commission de régulation de l'électricité et de l'eau CRE a tenu 9 sessions dont 6 extraordinaires, organisées à Bamako. La première rencontre des régulateurs de l'énergie de l'AES, conclue par des recommandations pour une régulation harmonisée. L'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics, ARMDS, a élaboré le plan stratégique 2026-2030 visant une commande publique moderne et transparente, guidée par 4 axes: efficacité, accès, règlement des différends et modernisation interne. Elle a finalisé un portail électronique interconnecté au système intégré de gestion des marchés publics, permettant d'économiser près d'1 milliard de francs CFA par an sur les frais de publicité des appels d'offres. L'autorité malienne de régulation des télécommunications et postes, AMRTP, a poursuivi ses missions pour renforcer la régulation du secteur des télécommunications TIC avec 3 opérateurs titulaires de licence globale: Sotelma SA, Orange Mali SA et Atel SA. Ces priorités ont porté sur l'identification des abonnés, la qualité de service, la modernisation des outils et la préparation aux nouvelles technologies. Elle a œuvré à l'itinérance régionale dans le cadre de l'AES, organisé la 3e édition des Journées nationales de cybersécurité et participé à une réunion de coordination des fréquences à Niamey. L'autorité indépendante de gestion des élections a mené en 2025 des activités de formation couvrant les principales thématiques électorales et organisé un voyage d'études auprès de la CENI du Burkina Faso. L'EJ a traité les résultats de la révision annuelle des listes électorales 2023, produit le fichier 2024 et élaboré des documents de la révision annuelle des listes électorales 2024, intégrant la nouvelle réorganisation territoriale. Enfin, le Haut Conseil des collectivités a porté la voix des territoires. L'institution a salué les progrès spectaculaires de la Confédération des États du Sahel, AES, citant notamment la création de la Banque confédérale d'investissement et le lancement du e-passeport sécurisé. Le Haut Conseil des collectivités a réaffirmé son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité. Parmi les avancées majeures enregistrées, il convient de souligner notamment l'organisation de la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité au Mali, BAMEX 2025, l'inauguration de la 2e mine de lithium du pays, la tenue de plusieurs forums nationaux, dont le dernier consacré à la justice,
L'élaboration du 3e rapport de suivi des forums nationaux de la refondation, l'adoption et la promulgation de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation, l'élaboration du rapport d'exécution du système intégré de gestion des ressources humaines, votre visite officielle en Fédération de Russie, le lancement des travaux de construction de la raffinerie d'or du Mali, la présentation par le gouvernement de la vision Mali Kouranieta Sira à l'horizon 2063 et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, les nombreuses actions humanitaires menées dans le cadre de vos œuvres sociales, enfin, la proclamation de l'année 2025 comme année de la culture, couronnée par l'organisation de la Biennale artistique et culturelle à Tombouctou du 18 au 28 décembre 2025. En recevant ces vœux, le général d'armée Assimi Goïta renforce le lien entre les institutions pour une année 2026 placée sous le signe de la stabilité et de la dignité retrouvée. Aussi, le président du CNT, le président par intérim de la Cour suprême et le doyen des conseillers de la Cour constitutionnelle ont tour à tour souligné la résilience du peuple malien face aux épreuves, rendu hommage aux FAMA et aux forces de l'AES et insisté sur la nécessité de sanctionner les crimes des groupes armés terroristes. L'occasion a également été saisie pour rappeler l'urgence de lutter contre la corruption et la délinquance financière et pour confirmer la mise en œuvre des lois organiques et institutions prévues par la Constitution du 22 juillet 2023. Les détails avec Yaya Konati. Le législatif et le judiciaire, même vision d'un exercice républicain, la présentation de vœux au chef de l'État à l'issue d'une année dont on tire les enseignements pour mieux aborder la nouvelle. Une année riche en événements pour le président du CNT, année au cours de laquelle le peuple malien est resté debout et uni. Des événements qui, dit-il, ont raffermi la résilience et le sentiment patriotique des Maliens, confortant ainsi le président Diaw dans sa conviction que notre pays restera toujours debout et uni. Que d'épreuves affrontées mais heureusement surmontées par notre brave peuple, que de manœuvres de déstabilisation multiformes alimentées par des conflits d'intérêts dans un contexte géopolitique très tendu. Grâce à Dieu, au patriotisme et à la détermination du vaillant peuple malien, nous surmonterons toutes ces tentatives de déstabilisation de certains nostalgiques des temps anciens et des sponsors étatiques et non étatiques tapis dans les ténèbres de la trahison. Occasion toute trouvée pour saluer le chef de l'État pour les distinctions accordées aux opérateurs pétroliers, chauffeurs et autres acteurs syndicaux, héros de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, ainsi que l'engagement de la jeunesse malienne à travers le Conseil national de la jeunesse, les peuples et autorités des pays frères de l'AES, tout en rendant un vibrant hommage aux FAMA et aux forces unifiées de l'Alliance pour la sécurisation des convois. À nos héroïques FAMA et aux forces unifiées de l'Alliance des États du Sahel, je rends un vibrant hommage pour le rôle crucial qu'elles jouent dans la sécurisation des convois. Nous leur exprimons toute notre reconnaissance pour tous les sacrifices consentis au quotidien, de jour comme de nuit et partout dans l'espace AES pour sécuriser et protéger les populations et leurs biens. Examen d'une centaine de projets de loi, soutien au processus de refondation avec l'approbation du plan d'action gouvernemental, questions écrites adressées au gouvernement, diplomatie parlementaire renforcée à travers la participation du CNT à de nombreuses rencontres au niveau international, audiences accordées à plusieurs personnalités. Le CNT, au cours de l'année 2025, a poursuivi ses missions sur tous les plans avec des résultats plus que probants tout en renforçant l'efficacité et la transparence de ses actions à travers l'adoption des manuels de procédure administrative, comptable et financière. Après la loi portant code d'éthique et de déontologie des membres du Parlement, les règlements administratifs, financiers et du personnel, nous pouvons dire que le Conseil national de transition a réussi avec brio la mission qu'elle s'était confiée le 5 décembre 2020, à savoir asseoir une gouvernance vertueuse et de rupture au sein du Parlement afin que, plus jamais, rien ne soit comme avant.
Tout en saluant la tenue à Bamako de la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AES et les résultats obtenus sous le leadership du président Goïta, le général de corps d'armée Malick Diaw n'a pas manqué de condamner la récente tentative d'infiltration ayant ciblé l'aéroport international Yuri Amani de Niamey au Niger. Cette attaque montre tout le désarroi des terroristes et des co-terroristes en déroute et en débandade. Rien ne saurait entamer la détermination des peuples sahéliens à défendre leur souveraineté, à protéger leur population et à construire un avenir fondé sur la paix, la justice, la vraie indépendance dans un espace commun développé. Oui, l'AES est une réalité. L'AES vivra et l'AES vaincra, Inch'Allah. Le terrorisme international, une question qui préoccupe aussi la famille judiciaire du Mali à travers la Cour suprême dont le président par intérim salue la montée en puissance des femmes qui a contraint les forces du mal à abandonner le théâtre des opérations et à se livrer désormais à des actes de vandalisme sur les routes d'approvisionnement du pays. Les crimes ainsi commis ne peuvent rester impunis, mais la justice internationale ayant montré ses limites en la matière, de nouveaux espoirs sont fondés sur les efforts des pays membres de l'AES. Il est de notoriété que cette justice pénale internationale ne joue plus son rôle d'instrument de lutte contre l'impunité, car elle est devenue un outil d'expression de la domination de certaines puissances internationales contre des ressortissants des pays qui échappent à leur domination. Dans ce contexte, le corps judiciaire se réjouit de la publication d'un communiqué par les États de l'AES annonçant la création d'une cour pénale du Sahel. Nous vous félicitons pour cette démarche et vous assurons notre disponibilité pour relever les défis suscités par ce projet. À l'actif de la Cour suprême au chapitre des activités juridictionnelles au cours de l'année écoulée, plus de 1000 arrêts rendus par la section judiciaire, 297 par la section administrative et 23 par la section des comptes. Pour le président de la Cour suprême, la justice est le socle de la confiance entre l'État et les citoyens et l'institution compte y veiller scrupuleusement. La Cour suprême s'engage à veiller à ce que la loi, dans le cadre de son application, soit le garant de la sécurité des investissements et de la protection des droits de chaque Malien, car c'est par la règle de droit que nous arriverons ensemble à construire un Mali prospère et souverain. La souveraineté de notre État, qui s'exprime aujourd'hui par le courage et la détermination de nos forces de défense et de sécurité, sous votre haute conduite, doit se manifester aussi par la force des institutions, particulièrement l'institution judiciaire. Pour que notre souveraineté soit totale, notre justice doit être au-dessus de tout soupçon. Parmi les sujets de préoccupation du moment, la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Elle s'impose comme un devoir, avait prévenu le président Goïta. Une noble lutte qui, pour le président par intérim de la Cour suprême, n'épargne pas le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui alimente les crimes transfrontaliers menaçant la stabilité de nos nations. La Cour suprême, en coordination avec les pôles judiciaires spécialisés, intensifiera la répression pour assécher les sources de financement de l'insécurité. Déjà, plusieurs dossiers importants ont été jugés ou sont en cours de jugement et les chambres civiles d'instruction en charge des dossiers pendant devant elles sont à pied d'œuvre pour leur règlement dans un bref délai. La magistrature sous le président Goïta poursuit sa mue selon le président par intérim et 2026 annonce de nouvelles perspectives. Il est évident que sous votre impulsion, la magistrature poursuit sa mue. Notre ambition pour 2026 consistera à renforcer l'exemplarité du corps judiciaire. Grâce au nouveau texte, nous nous engageons à faire de la rigueur déontologique le socle de notre action. La Cour constitutionnelle, de son côté, dans l'entreprise de la refondation et en écho à la détermination du peuple de bâtir un État souverain, a rappelé la nécessité de parachever l'élaboration des lois organiques et la mise en place des institutions créées par la Constitution du 22 juillet 2023, tout en invitant les citoyens à découvrir davantage les innovations du nouveau contrat social ainsi proposé. S'agissant des lois organiques, la finalisation de la loi 2025
34 CNTRM du 5 décembre 2024, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, est d'une urgence absolue, car c'est cette loi qui doit permettre à la Cour de remplir ses missions telles que définies par la Constitution. En effet, cette loi définit la procédure à suivre devant la Cour et permet à celle-ci d'examiner la conformité à la Constitution des lois organiques et d'autres catégories de lois. Il en est de même pour les lois organiques sur la Cour suprême et sur les conditions de mise en œuvre de la procédure des questions prioritaires de constitutionnalité, QPC, une procédure qui contribue largement à la garantie des droits et libertés fondamentaux. Garante de la loi fondamentale, la Cour constitutionnelle se montre profondément attachée à la consolidation des acquis démocratiques, au renforcement de l'état de droit et à la garantie des droits fondamentaux. Elle incite également, dans le cadre de l'effort de guerre, les citoyens à lutter davantage contre l'extrémisme, la désinformation et les injustices, à promouvoir la paix, le respect mutuel et l'exercice des libertés et droits fondamentaux. Et ces vœux ont été suivis de réponses fortes du chef de l'État. Félicitations, orientations et caps fixés pour l'avenir. Le président de la transition a salué le travail accompli par les institutions en 2025 avant de leur donner des directives claires pour 2026. Renforcement de la gouvernance, veille sur la gestion des ressources publiques et consolidation de l'état de droit étaient au cœur de son message. Sira Bachili décrypte les réponses du président. Je tiens à vous en féliciter. Le satisfecit du président de la transition aux gendarmes de la République. Elles ont fait la mission à elles confiée pour la bonne marche de l'État. Une année 2025 solde donc de bonnes actions pour les institutions de la République et les autorités administratives indépendantes qui ont mérité les félicitations du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Élaboration de textes pour une bonne régulation, maintien du dialogue entre pouvoir public et gouverné. La liste de veille républicaine est longue. Le droit de réponse du chef de l'État après écoute des institutions est marqué en préambule par les vœux pour le Mali et pour le Sahel. Que l'année 2026 soit une année de paix, de réconciliation et de prospérité pour le Mali et pour le Sahel. L'année 2025 a été marquée par des défis multiples, mais grâce à la détermination du peuple malien, à la responsabilité des institutions de la République et à l'esprit de sacrifice de nos forces armées et de sécurité, le Mali est resté debout. Les institutions et les autorités administratives indépendantes que vous avez l'honneur de présider occupent une place déterminante dans la marche de notre nation. Par vos missions de régulation, de contrôle, de vérification, de médiation, de protection des droits et d'appui à la transparence de la gestion publique, vous concourez chaque jour à la consolidation de l'État et au renforcement de la confiance des citoyens. Je tiens à vous en féliciter. Votre engagement contribue à consolider durablement l'élan de souveraineté amorcé par notre pays. Un élan de souveraineté qui a ses ailes dans la refondation amorcée par le Mali et qui ne peut être soutenu que par des institutions fortes, accessibles et efficaces dans leur fonctionnement. Cette dynamique est enclenchée depuis le début de la transition, selon le président Goïta, qui rappelle également les prouesses sur le plan législatif et en matière de justice. Monsieur le Président du Conseil national de transition, c'est avec une grande satisfaction que je note les efforts inlassables du Conseil national de transition pour faciliter les réformes politiques et institutionnelles dans notre pays. Et je vous exhorte à maintenir le même cap pour la finalisation des lois en instance. Monsieur le Président par intérim de la Cour suprême, votre intervention met en relief une ambition essentielle, celle d'une justice forte, accessible, respectée et inspirant confiance. Je salue la volonté affirmée de la juridiction suprême d'impulser une dynamique nouvelle en 2026. Je vous encourage
à poursuivre cet effort. Car la confiance des citoyens en l'État dépend en grande partie d'une justice rendue avec rigueur, célérité et équité. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, je tiens à saluer l'attention constante que vous portez au maintien de la dynamique constitutionnelle et au fonctionnement régulier de nos institutions. Votre vigilance traduit l'attachement indéfectible de la Cour constitutionnelle à son rôle de gardienne de la loi fondamentale. Le général d'armée Assimi Goïta de poursuivre que le centre de gravité de la transition reste le peuple. Pour l'expression des préoccupations de ce peuple, le Haut Conseil des collectivités, le Conseil économique, social, environnemental et culturel et les autorités administratives indépendantes interviennent et permettent de maintenir le dialogue entre les citoyens et l'administration avec une contribution à la gouvernance publique à travers des documents de politique nationale. Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités, le rôle de votre institution dans la mise en œuvre de la décentralisation au service du développement local et régional demeure crucial pour l'édification d'une gouvernance de proximité forte et efficace. Je tiens à cet égard à saluer votre participation active aux diverses activités du gouvernement et des autres institutions de la République, notamment à travers vos contributions pertinentes aux documents de politique nationale. Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, votre institution joue un rôle déterminant dans le processus de refondation de notre État. Et je me réjouis des nombreuses activités réalisées au cours de l'année écoulée, malgré un contexte difficile. Madame la porte-parole des autorités administratives indépendantes, dans le cadre du dialogue entre les citoyens et l'administration, les efforts des médiateurs de la République sont restés constants, en particulier à travers l'organisation de l'espace d'interpellation démocratique qui figure désormais parmi les grands rendez-vous de la nation. Monsieur le vérificateur général, Monsieur le Président de l'OCLI, Monsieur le Président de la Santif, la rigueur et la constance de vos actions et en rapport constituent de véritables repères pour l'État. C'est le lieu de réaffirmer que la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et la délinquance économique et financière constituent un axe majeur de la transition. La lutte contre ces fléaux se poursuivra avec discernement, fermeté, sans complaisance ni distinction. Je félicite l'autorité indépendante de gestion des élections pour la mise en œuvre de nombreuses activités de renforcement des capacités au bénéfice du collège, des coordinations et des agents de ces départements techniques sur diverses thématiques électorales, ainsi que l'élaboration d'outils pratiques de gestion des élections. Cette dynamique doit être maintenue, d'où l'accent du président Goïta sur le secteur des télécommunications qui doit s'adapter à la révolution technologique avec plus de modernisation des services répondant aux réalités du moment dans un monde en pleine mutation. Ce secteur est appelé à être bien régulé avec la poursuite des actions d'identification déjà entamées. Le chef de l'État attache du prix à la protection des données à caractère personnel. Les résultats obtenus par l'autorité de protection des données à caractère personnel illustrent notre capacité à anticiper, à encadrer les défis liés à la révolution numérique et les libertés individuelles. J'exhorte l'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes à poursuivre ses missions stratégiques afin de renforcer la régulation du secteur des télécommunications, notamment à travers la poursuite du processus d'identification des abonnés, l'amélioration de la qualité des services et la modernisation des outils et la préparation aux nouvelles technologies.
Le contexte sécuritaire obligeant, le président de la transition a bouclé ses réponses aux institutions par le choix du Mali de doter ses forces armées de moyens adéquats et de ressources humaines pour faire face au terrorisme. Une guerre qui sera à notre portée grâce à la cohésion sociale et la solidité des institutions. Face aux crises multiformes auxquelles notre nation fait face avec courage et résilience, je tiens à rappeler les efforts considérables consentis par l'État pour doter nos forces armées et de sécurité des ressources humaines qualifiées et des moyens modernes adaptés aux défis actuels. Lorsque la guerre informationnelle est instrumentalisée par des puissances ou des réseaux pour affaiblir un État, pour briser son moral collectif et fracturer sa société, elle devient une arme de soumission. Notre réponse restera fondée sur la cohésion nationale, la vérité des faits et la solidité de nos institutions. Je formule le vœu que l'année 2026 soit celle de la consolidation de nos acquis, d'un sursaut collectif porté par l'unité nationale, la discipline et l'amour de la patrie. La présentation des vœux, un temps de bilan donc qui permet de regarder dans le rétroviseur pour une bonne conduite des actions de développement avec à la clé des orientations du chef de l'État au grand bonheur du peuple qui porte tout son espoir sur des institutions fortes et engagées. La justice, justement, au cœur des priorités nationales avec la création d'un pôle judiciaire spécialisé pour une justice plus forte et plus proche des citoyens. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a lancé un atelier d'avant-projet consacré à la création d'un pôle judiciaire spécialisé. Magistrats, experts et partenaires techniques planchent sur un nouvel outil pour lutter efficacement contre l'impunité. Une initiative voulue par le président de la transition, également président du Conseil supérieur de la magistrature. Reportage Moussa Kamara et Abdoulaye Diarra. Il s'agit d'une étape déterminante dans la réforme du système judiciaire. Pendant plusieurs jours, les acteurs de la justice et les spécialistes du droit se réunissent pour travailler à la création d'un pôle judiciaire foncier, conçu comme un levier essentiel de modernisation et de renforcement de la crédibilité de l'appareil judiciaire. Initiée par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, cette rencontre d'avant-projet vise à définir les fondements juridiques, techniques et organisationnels du futur pôle. Après la consultation des gouverneurs de région, des préfets, des acteurs du secteur foncier, architectes, géomètres, de la société civile et des représentants du département en charge des questions financières, il était judicieux et bienséant d'organiser cette rencontre avec les acteurs principaux que vous êtes au niveau de la justice. À cette occasion, magistrats, avocats, universitaires et partenaires techniques échangent autour des missions, des compétences et du mode de fonctionnement de cette nouvelle institution. Pour les autorités, ce projet s'inscrit pleinement dans la dynamique de consolidation de l'état de droit et de restauration de la confiance des citoyens envers la justice. La création du pôle judiciaire foncier permettra une meilleure coordination dans le traitement des dossiers fonciers, une homogénéité de l'implication des acteurs judiciaires intervenant dans le domaine foncier, une simplification des procédures en matière foncière et la diligence dans le traitement des dossiers, une gestion centralisée des dossiers judiciaires en matière foncière, une spécialisation des acteurs judiciaires, une harmonisation des décisions. Ces travaux constituent une étape décisive vers la mise en place d'un dispositif judiciaire plus performant. Autre secteur clé, la formation religieuse et le partenariat international. Départ des imams maliens pour le Maroc. La coopération religieuse Mali-Maroc se renforce ainsi. La première vague de 80 imams et prêcheurs maliens a quitté Bamako hier soir à destination du Maroc. Ils bénéficieront d'une formation spécialisée à l'Institut Mohamed VI de Morchidine et Morchidat de Rabat. Avant leur départ, ils ont reçu conseil et bénédiction du ministre des Affaires religieuses. Les détails de cette rencontre avec le ministre Koné dans ce reportage de Naman Keita.
Le Mali a renouvelé en juillet dernier son partenariat de formation des imams avec le Maroc pour faire face aux défis de l'extrémisme violent religieux. 7 mois après la signature de cet accord, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Koné, qui avait paraphé les documents d'accord, a mis en route la première vague des 80 imams, prêcheurs et prédicateurs qui ont validé les tests. Ils seront formés là-bas pour le patriotisme. Ils seront formés là-bas dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. C'est pourquoi cette formation des imams au Maroc n'est pas seulement une formation pour la prière, n'est pas seulement une formation pour l'imam, mais il y a plusieurs formations qui sont là-dessus. Après une demi-heure d'échange, les candidats au voyage du Maroc saluent cette initiative du gouvernement et assurent avoir pris bonne note des conseils du ministre Koné. Chaque personne qui a la tête sur l'épaule doit choisir de toujours renforcer ses capacités. C'est très important dans la vie. Vraiment, les conseils qu'il a donnés, il a tout expliqué. Il nous a beaucoup demandé d'être très sages dans la formation. Nous voulons rassurer tout le monde, notre pays qui est notre cher Maliba, que nous allons être vraiment très disciplinés. Rappelons que ce programme de formation concernera 400 imams et prédicateurs, dont 200 des 5 promotions de 40 bénéficiaires pour une durée de 2 ans et des 200 autres des 5 promotions de 40 bénéficiaires pour une durée de 3 mois. Bon séjour à nos imams. Sur le terrain militaire, la formation reste également une priorité. Fin de formation militaire à Sikasso, 135 stagiaires ont reçu leur attestation de fin de formation après 3 mois intensifs. La cérémonie s'est tenue au camp Tcheba Traoré de Sikasso en présence des forces de défense et de sécurité. Un reportage de Moussokoro Sérémé, Suleiman Bamba. 3 mois. C'est le séjour qu'il aura fallu à ces 135 stagiaires, dont 7 personnels féminins, du brevet d'armes 1 et 2 pour s'armer de discipline, de valeurs et de compétences opérationnelles. Des chefs de section et sous-officiers adjoints, toute corporation, désormais aptes à commander une section sur le terrain et conscients de leurs responsabilités. 135 stagiaires répartis comme suite. 100 pour le B1, dont 23 de l'infanterie, 4 des armes blindées de cavalerie, 45 de la gendarmerie, 15 de la police nationale et 13 de la protection civile. Et 35 stagiaires pour le BA2, dont 9 de l'infanterie, 2 des armes blindées de cavalerie et 24 de la gendarmerie. On pu atteindre le bout de cette formation. Le programme édicté par la hiérarchie militaire a été exécuté à 100%. Ce programme concernait, entre autres, la préparation physique et morale, l'instruction militaire, tactique et technique. La fin des 3 mois représente pour nous vraiment un moment de fierté. De fierté au nom de toute la promotion. Nous sommes prêts à donner le meilleur de nous sur le terrain pour vraiment donner à notre nation ce qu'il nous demande. Au-delà de la consécration, cette étape décisive du parcours militaire constitue un renfort stratégique pour le dispositif sécuritaire de la zone de défense numéro 8. Ces chefs de section vont vraiment contribuer au renforcement des dispositifs sécuritaires de la région. Il faudrait qu'ils se souviennent qu'un chef de section, il est au cœur du commandement et surtout au cœur du commandement de proximité. Désormais diplômés, ces chefs de section rejoindront leurs unités respectives, prêts à assurer leur mission au service de la défense et de la sécurité nationale. La remise des attestations et un défilé militaire ont marqué cette cérémonie de sortie. Signalons qu'une minute de silence a été observée à la mémoire de tous les défenseurs, civils et militaires. Direction Mopti où la santé préoccupe les autorités, améliorer la prise en charge des patients et du personnel. Le gouverneur de Mopti a effectué une visite à l'hôpital Sominé Dolo pour évaluer les conditions de travail et de soins. Le chef de l'exécutif régional veut à cet effet identifier les difficultés pour renforcer le plateau technique. Reportage Omar Maïga et Suleiman Tepsougué. La santé est un tout. L'hôpital Sominé Dolo de Sévaré a reçu ce mardi la visite du gouverneur de la région de Mopti à la tête d'une importante délégation régionale en charge des questions de la santé. Cette visite a 4 objectifs. Il s'agit de visiter les services clés de
l'hôpital Someno Dolo par rapport aux infrastructures, aux équipements, aux installations et au personnel. Il s'agit de voir aussi la qualité de la prise en charge des patients. Il s'agit aussi de rencontrer le personnel et la direction de l'hôpital et enfin de passer les messages du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, par rapport à l'amélioration des conditions sanitaires des populations. De la maternité en passant par les services de médecine, la chirurgie, l'imagerie médicale, la salle de dialyse, les laboratoires et les urgences, entre autres, le chef de l'exécutif régional a échangé avec les différents responsables des plateaux techniques pour constater les cadres de travail et d'accueil des patients. Nous avons vu que les patients sont dans de très bonnes conditions de prise en charge. Les infrastructures sont bien entretenues, les équipements aussi. Le personnel travaille dans des conditions qui sont bonnes. Il y a des défis qui sont à relever. Et les défis là sont liés à la question de fourniture d'électricité au niveau de l'hôpital Someno Dolo. Les défis par rapport au personnel, c'est-à-dire certains spécialistes manquent et certains spécialistes sont en nombre insuffisant. Les défis aussi qui sont liés aux équipements et l'entretien et la maintenance des équipements. Après le tour d'horizon des structures, un cadre d'échange a regroupé le gouverneur de la région de Mopti, l'administration de l'hôpital et les responsables des services et unités. Certaines recommandations quand même méritent vraiment d'être retenues, donc notamment les renforcements de la qualité de l'accueil par le personnel, les renforcements de la communication et du dialogue entre les personnels et aussi vraiment le bon suivi des équipements, des matériels qui nous sont confiés pour faciliter le travail. Cette visite du chef de l'exécutif régional a permis de toucher du doigt les difficultés quotidiennes, de préconiser des solutions à court et moyen terme dans une structure clé qui accueille les patients du nord, du centre et ceux de l'espace AIS. L'action sociale au service des femmes et des filles, le projet Horizon d'Espoir a remis des équipements de production à plusieurs bénéficiaires. Des matériels médicaux ont également été offerts au One Stop Center du district de Bamako, une initiative soutenue par le Royaume des Pays-Bas. Compte rendu sur Ronakami Soko. Ce sont plus de 100 femmes et filles issues des organisations de la société civile du district de Bamako qui bénéficient ainsi des équipements de transformation agroalimentaire et d'autres matériels pouvant les aider à mener des activités génératrices de revenus. En plus de ces organisations féminines, les One Stop Center du district de Bamako ont aussi bénéficié d'équipements médicaux, de quoi contribuer à renforcer le plateau technique. Depuis 2023, le projet vise à améliorer le bien-être des jeunes filles, des femmes migrantes, déplacées et issues des familles défavorisées et à faible revenu de Bamako et environ. Chères femmes bénéficiaires, nous croyons fermement en votre potentiel et en votre capacité à transformer ces kits en opportunités durables. Tout d'abord, association FO. Ces équipements viennent à la suite d'une formation organisée par le consortium. Une formation axée sur les droits des femmes, les violences basées sur le genre et bien d'autres. Je remercie les donateurs. Grâce à ces matériels, je vais pouvoir ouvrir un salon de beauté. Ce don de matériel s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le département en charge de la femme et de l'enfant et le projet Horizon d'Espoir, un projet financé par le Royaume des Pays-Bas. La prévention des violences basées sur le genre, la prise en charge holistique des survivants ainsi que l'autonomisation économique des femmes constituent des piliers essentiels de notre action. Les One Stop Center que nous renforçons aujourd'hui incarnent pleinement cette vision. L'acquisition de ces matériels de production, selon les responsables du département, permettra à coup sûr de renforcer les capacités des bénéficiaires. Cap sur l'économie sociale et solidaire, bilan et perspectives au cœur des échanges. Le conseil d'administration du Centre national d'appui de l'économie sociale et solidaire s'est réuni pour sa 8e session ordinaire. Les participants vont analyser les acquis et définir les orientations futures pour renforcer l'impact de la structure. Compte rendu, Yara Dambili.
Réduction des allocations budgétaires de l'État, insuffisance de personnel qualifié et de partenaires, ce sont là, entre autres défis auxquels le Centre national d'appui à la promotion de l'économie sociale et solidaire, CNAP-SS, est confronté. Des défis liés en partie au contexte des crises que traverse le Mali depuis un certain temps. Un tableau peu reluisant présenté ce vendredi à l'ouverture de la 8e session du conseil d'administration de la structure. La présente session du conseil d'administration constitue pour nous un nouveau départ. L'équipe en place est déterminée à faire en sorte que les motivations qui ont conduit à transformer les CAMAS pour lui donner un statut de service plus autonome puissent enfin commencer à produire les effets escomptés. À cet effet, nous continuerons toujours de solliciter un accompagnement accru des membres du conseil d'administration que vous êtes et de notre département de tutelle pour plus de plaidoyer auprès des services financiers d'un côté et des partenaires techniques et financiers de l'autre. En dépit des difficultés, le centre a pu faire à ses missions essentielles grâce à la mobilisation de près de 200 millions de francs CFA sur une prévision de près de 362 millions, soit un taux de 54% supérieur à celui de 2024 qui était de 38%. Je tiens à saluer les efforts déployés par la direction du CNAPS pour les résultats obtenus. J'en appelle à un soutien politique renforcé tant des plus hautes autorités que du conseil d'administration pour aider les centres à surmonter les obstacles qui entravent la réalisation de ces missions. Pour l'exercice 2026, le budget prévisionnel du centre s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 360 604 000 par an, avec une légère baisse de 0,01% par rapport à 2025. Au cours de cette assise, un hommage particulier a été rendu à Kassim Diabaté, directeur général du CNAP-SS, qui fait valoir désormais ses droits à la retraite. Place maintenant à l'excellence journalistique africaine, le journalisme au service de la santé publique. La clôture du Forum des médias sur les maladies tropicales négligées à Cotonou a consacré les meilleurs talents africains. Le Mali s'est illustré avec Aguibo Coulibaly, lauréat du premier prix Radio Environnement. Reportage Aguibo Coulibaly avec la voix de Barakissa Ouattara. Au total, 8 prix ont été décernés, répartis équitablement entre les domaines de la santé et de l'environnement dans les catégories presse écrite, presse en ligne, radio et télévision. La clôture donc de ce forum des médias marque aussi l'ouverture de la 4e édition des awards du REMAPSEN doté des prix Michel Sibé. En instituant ces prix, le REMAPSEN veut encourager la couverture médiatique liée à la santé et à l'environnement. Je suis très content d'être honoré d'être awards, comme on le dit, d'être le champion de l'Afrique, surtout en matière de l'environnement. Ce prix que le REMAPSEN vient de m'attribuer et en ma qualité de journaliste environnementaliste au niveau de l'ORTM, je suis très honoré. Donc ce prix, je le dédie d'abord au directeur général de l'ORTM qui est Hassan Baba Diombélé, également à la rédaction de la radio nationale. Au-delà des trophées, 2 voix autorisées, 2 expériences complémentaires au service d'une action sanitaire plus inclusive et plus impactante. Comment faire en sorte qu'on puisse s'indigner? Il n'y a pas plusieurs méthodes. Moi, je crois que pour s'indigner, il faut mobiliser celui qui sait écrire. Pour s'indigner, il faut utiliser cette radio que vous avez. Pour s'indigner, il faut utiliser bien sûr la télévision que vous avez pour faire en sorte qu'on puisse tirer ces villages qui sont complètement oubliés, ces mères et ces enfants qui souffrent, ces populations qui n'ont accès à absolument rien. Au président du REMAPSEN pour avoir choisi de façon consécutive le Bénin pour abriter ces travaux par rapport à cette thématique spéciale qui nous appelle à l'action pour une meilleure inclusion de ces personnes-là. À Cotonou, le Forum des médias sur les MTN a rappelé avec force que l'élimination de ces maladies passe autant par les traitements que par la parole et l'écrit.
Félicitations à notre collègue Agibou Koulibaly. Retour au Mali, dans la région de Bougouni. Lutte contre les violences basées sur le genre avec le lancement du projet de droits sexuels et reproductifs à SIDO. Un programme de 2 ans financé à hauteur de 349 millions de francs CFA pour autonomiser femmes et adolescentes. Reportage au RTM Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayoko. Dans le souci de maintenir une vie libre sans violence pour les femmes adultes et adolescentes, le consortium Azek Djigiablon Absef vient de lancer son projet droits sexuels et reproductifs dans la commune rurale de Sido pour une durée de 24 mois. Ce projet porteur d'espoir pour les femmes permettra à tous les niveaux d'appuyer le processus d'autonomisation des femmes dans la commune rurale de Sido. Par rapport aux droits des femmes et à les droits sexuels et reproductifs, ça passe par l'amélioration des indicateurs en lien avec la consultation prénatale et la consultation postnatale, l'accouchement assisté, la planification familiale. Pour améliorer l'accueil, pour améliorer la prise en charge, nous avons doté déjà, c'est-à-dire les CESCOM et les maternités secondaires, en équipement, en matériels médicaux et en médicaments. Pendant la période d'exécution du projet, les activités porteront entre autres sur la promotion et la défense des femmes, la formation des femmes sur les techniques de plaidoyer. Pour ce qui concerne le district sanitaire de Bougouni, le présent projet qui fera objet de lancement ce matin vient à point nommé renforcer les capacités d'accueil, de fourniture des services de santé sexuelle et reproductive. Le consortium d'ONG Azek Djigiablon Absef, en initiant ce projet, a pris en compte un des soucis les plus cruciaux des plus hautes autorités de ce pays, qu'est la prévention de la vie de chaque citoyen malien à travers la promotion des droits humains. Rappelons que ce projet, dont la mise en œuvre est assurée par le consortium Azek Djigiablon Absef, est financé par l'Agence basque de coopération pour le développement à plus de 349 millions de francs CFA par l'intermédiaire de l'ONG Pharmamoudi. Et à 100, distribution de vivres déplacés internes, une réponse humanitaire d'envergure, près de 123 millions de francs CFA mobilisés pour assister 350 ménages déplacés internes à 100, une initiative de l'ONG Femmes et Développement soutenue par le Fonds humanitaire régional de 100, Drissa Koni. En recevant son kit alimentaire des mains du gouverneur, Amsetou Tamboura est très heureuse. Tout comme sa famille, ce sont 350 ménages déplacés internes qui recevront un kit alimentaire mensuel de 50 kg de riz, 5 litres d'huile, 10 kg de sucre et 3 kg de sel, et cela durant 9 mois. Pour un coût global de près de 123 millions de francs CFA, l'ONG FIDE, à l'initiative de cette action, bénéficie du soutien financier du Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette donation, c'est pour aider les personnes déplacées de la commune urbaine de San. Sur ce projet, nous ne sommes pas seuls. L'ONG Femmes et Développement est en consortium avec Premières Urgences. Je suis heureuse. Nous sommes venus du village de Paix avec des enfants. C'est la toute première fois que nous bénéficions des dons. Surtout que cela va durer 9 mois. Je salue sincèrement l'ONG FEDE. L'activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Réponse d'urgence aux besoins prioritaires multisectoriels et intégrés aux populations déplacées, réfugiées et autres vulnérables affectées par la crise dans la région de San. Nous avons demandé aux bénéficiaires de faire bon usage de ces kits-là pour encourager le donateur. Ce n'est pas un kit destiné au marché, c'est un kit destiné pour soulager les familles qui en ont besoin réellement pour nourrir les enfants. Ces kits de subsistance, il faut le dire, atténuent l'insécurité alimentaire et redonnent espoir à ces familles durement affectées par la crise. Le droit au service du développement économique, un outil juridique pour moderniser le secteur droit des transports et de la logistique précis de droit malien, propose une analyse complète du secteur, un ouvrage de référence pour étudiants, chercheurs et professionnels, coécrit par les docteurs Gaussou Diarra et Omarou Zakaria Touré, reportage Bokari Koulibaly. Aux grands mots, les grands remèdes. Face aux défis persistants de la mobilité et de la logistique au Mali, cet ouvrage entend apporter des réponses juridiques claires et structurées. Droit des transports et de la logistique précis de droit malien se présente comme une référence pour comprendre et encadrer le secteur stratégique des transports. Cette œuvre scientifique est coécrite par le docteur Gaussou Diarra et le docteur Omarou Zakaria Touré. Le livre
global de l'organisation des transports au Mali. On avait la compagnie Air Mali avec 18 flottes aériennes. Nous avons le chemin de fer. On était très avancés. Structuré en deux grandes parties, l'ouvrage analyse d'abord l'organisation administrative et professionnelle des transports au Mali avant de s'intéresser dans un second temps au contrat des transports et à ses implications juridiques. À travers cette approche méthodique, les acteurs ambitionnent de mettre à la disposition des étudiants, chercheurs et professionnels du secteur un outil de référence adapté aux réalités maliennes. Je les ai reçus sur moi. J'ai longuement échangé avec eux sur l'expérience que moi-même j'ai acquise en tant que transporteur. Et je crois qu'après ça, nous-mêmes, nous allons peut-être l'inviter aujourd'hui à venir exposer au cours de nos rencontres, différentes rencontres avec les transporteurs. S'il y a un autre intérêt dans nos recherches, ça va servir de banque de données, vraiment en termes vraiment de connaissances déjà sur le sujet. Et ça permet vraiment d'avoir des intrants et pour pouvoir avancer au regard de l'évolution que le domaine va connaître. Publié aux éditions L'Harmattan en fin 2024, l'ouvrage compte 15 titres détaillés en 270 pages. Plus qu'un livre, cette parution se veut un levier de réflexion et d'action capable d'insuffler du sang neuf à la gouvernance de la mobilité et au secteur des transports au Mali. Actualité dans les autres pays de l'AES. Au Niger, la mobilisation populaire se poursuit. Les populations de Dosso se sont mobilisées pour condamner l'attaque contre l'aéroport de Niamey. Elles ont réaffirmé leur engagement aux côtés des autorités. Compte rendu, Mamou El Sido. C'est à la tribune officielle que les populations de la région de Dosso se sont fortement mobilisées autour de leurs autorités administratives et traditionnelles pour condamner l'attaque barbare perpétrée la semaine dernière à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, mais aussi pour réaffirmer davantage leur ferme détermination à soutenir les autorités de la refondation et innovante force de défense et de sécurité. La population de la commune de Dosso prend l'engagement que le soutien resté constant depuis l'arrivée du CNSP au pouvoir se poursuivra à travers cette mobilisation générale qui, Inch'Allah, nous conduira à la victoire finale. Pour les représentants des organisations de la société civile, l'heure n'est plus à la détente. En décrétant la mobilisation générale de la population, le guide populaire de la révolution du Niger, le président de la République, son Excellence, le général d'armée Abdraman Tiani, savait d'ores et déjà ce qui est envisagé par les ennemis du Niger. L'heure n'est plus à la détente, au sommeil et à la distraction dans nos fadas. Dans leurs interventions, le président du conseil régional de la jeunesse et le représentant des scolaires de Dosso se sont dit déterminés pour la défense de la patrie. Le conseil régional de la jeunesse de Dosso, à travers ma voix, apporte tout son soutien total aux forces de défense et de sécurité qui, hier seulement à l'aéroport Diori Hamani de Niamey, ont prouvé avec professionnalisme et détermination leur attachement à la patrie. Au nom des étudiants, des scolaires et de l'ensemble de la jeunesse consciente et responsable de Dosso, nous exprimons notre soutien clair, ferme et sans équivoque au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ainsi qu'à nos forces de défense et de sécurité. Le Conseil consultatif pour la refondation El Hadj Mohamed Saleh et la représentante des femmes, Madame Abdraman Rachia Garba, ont aussi tenu à saluer les efforts de nos forces de défense et de sécurité, leur bravoure, avant d'exhorter les populations à plus de collaboration, tout comme le sultan de Dosso. J'en appelle à toutes les filles, à tous les fils du Niger qui ont été à la sève patriotique des rives du Niger aux confins du Ténéri, à se mobiliser massivement pour barrer la route à nos adversaires, à nos ennemis. J'en suis réellement réconforté. Et c'est le lieu pour moi, au nom des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquels le général d'armée Abdraman Tiani, président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, vous saluer pour cette gigantesque mobilisation dans le cadre de la sauvegarde de la patrie.
Notons enfin que cette cérémonie a été caractérisée par plusieurs séquences d'animation. Tentative de coup d'État à Ouagadougou, des révélations qui alimentent le débat. Un rapport de renseignement extérieur russe évoque une implication de la France dans le coup d'État déjoué du 3 janvier 2026. Une information confirmée par Russia Today, largement commentée sur la scène internationale. Analyse bienvenue Taosan. Communauté de la Confédération AES, maintenez l'alerte maximale car des prédateurs font feu de tout bois pour stopper votre marche vers la souveraineté. C'est le service de presse du service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie qui tire la sonnette d'alarme. Le SVR qui rapporte que le gouvernement d'Emmanuel Macron fait des pieds et des mains pour se venger sur l'Afrique, cela pour avoir subi des revers sur le continent. C'est un rapport très accablant, mais surtout très bien détaillé. Le service de renseignement extérieur russe rapporte des faits très troublants en ce qui concerne la stratégie française en Afrique en général, mais surtout au Sahel en particulier. L'Élysée chercherait des opportunités de revanche politique après ce qu'il perçoit comme étant la perte d'influence française en Afrique. Le SVR, foi de nos confrères de Russia Today, révèle que la montée en puissance dans plusieurs anciennes colonies françaises d'Afrique est vue comme un affront pour la France, elle qui ne supporte guère l'expansion des forces patriotiques qui mettent en avant les intérêts des populations et refusent d'être des marionnettes d'individus guidés que par des intérêts et assoiffés de pouvoir et qui ne cherchent qu'à imposer leur dictat aux autres. Le service de presse du service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie évoque ici un plan machiavélique inspiré par l'opération américaine soldée par la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro. Emmanuel Macron confie le SVR à autoriser ses services de renseignement à lancer un plan d'élimination des dirigeants, je cite, indésirables en Afrique, chose qui a été maintes fois évoquée par les leaders de la Confédération des États du Sahel. Par exemple, au Burkina Faso, selon le SVR, la France est impliquée dans le coup d'État du 3 janvier 2026, fort heureusement déjoué grâce à l'efficacité du renseignement burkinabé. Paris comptait sur ce coup pour rétablir un régime pro-français à Ouagadougou et affaiblir le mouvement pour la souveraineté et le panafricanisme en Afrique. Selon cette annonce, Paris a également dans son viseur des dirigeants de pays comme le Mali, Madagascar et la Centrafrique. Et selon le service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie, cité par nos confrères de Russia Today, Paris, dans sa quête de redorer son blason, ne se gêne pas de solliciter les services de groupes terroristes et du régime ukrainien qui fournit drones et instructeurs. Dans cette édition, parlons également de ce geste de solidarité envers les familles militaires à l'occasion de la fête de l'armée malienne. L'ONG AFLED a offert des kits scolaires aux enfants de militaires. La cérémonie s'est tenue à la base A de Bamako. Reportage Fanta Traoré et Madou Diarra. L'événement a été organisé dans la cour de l'école de la base A de Bamako par l'association Femmes Leadership et Développement Durable dans le cadre de la fête de l'armée malienne. C'est une manière de témoigner son soutien indéfectible aux militaires et à leurs familles. On a voulu faire, pour cette occasion, on a voulu faire un don aux enfants, notamment les enfants des militaires, qui sont entre autres des livres, aussi des livres de maths, des livres de français aussi du second cycle, de la craie, des tables bancs et aussi un ordinateur, une imprimante multifonctionnelle. Puis dans les jours à venir, ils vont bénéficier d'un fourrage. Ces gestes constituent un véritable coup de pouce pour les élèves. Je remercie beaucoup l'ONG AFLED pour l'organisation de cette fête dans la cour du groupe scolaire S-Base. Les sous-préfets de la commune 4 va à remercier les donateurs et encourager d'autres citoyens à emboîter le pas. AFLED est arrivé avec le sac bien rempli de mobilier scolaire et vraiment divers pour appuyer l'établissement. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive avec des prestations d'artistes et des comédiens ainsi que la projection des documentaires réalisés par les enfants de militaires. Votre magazine mensuel 52 minutes pour savoir fait un gros plan sur la gestion de la crise de carburant. Les mesures de l'État ont pu faire remonter la pente au grand bonheur des populations, suivant un extrait.
L'approvisionnement en hydrocarbures connaît une perturbation à cause du terrorisme, mais les autorités ont pris le taureau par ses cornes. Cela est inhabituel au Mali, mais c'est arrivé. De longues files dans les stations-service font désormais partie du quotidien des Bamakois. Oui, ils sont obligés de faire le rang nuit et jour pour se procurer l'essence et le gasoil. Rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui abattent un travail énorme afin d'approvisionner notre pays en carburant. J'ai pu dire que le carburant que nous recevons actuellement, ce n'est pas que du simple carburant, c'est du sang humain. On priorise les transports communs, les ambulances, les corbières et puis les véhicules du service de l'État. Les plus hautes autorités ont décidé que les prix restent maintenus. C'est-à-dire les prix officiels de l'essence, c'est 775 francs le litre et le prix du gasoil, c'est 725 francs le litre. Donc ces prix vont demeurer comme tels. Il faudrait que nous soyons soudés et que nous fassions un. Et que c'est la seule solution qui pourra nous sauver de cette crise-là. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça va vraiment au niveau des stations-service en matière d'approvisionnement? Aujourd'hui, la situation est maîtrisée. Donc je pense que vous-même, vous avez dû faire le constat quand, lorsque vous venez, on a vu que vraiment aujourd'hui, la situation est sous contrôle et des efforts ont été faits et j'espère que cela va continuer pour le bonheur des Maliens. Voilà, 52 minutes pour savoir une présentation de Sira Bachili, réalisation Imofri Sanou et Adamo Diakité à suivre après ce journal à partir de 22h15. Une de nos équipes s'est rendue sur le terrain pour ce triste constat. Un drame s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi à Bamako. Aux environs de 20h20, un homme d'une trentaine d'années a mis fin à ses jours en se jetant du haut du pont des Martyrs. Après avoir garé sa moto, les circonstances de ce suicide ont été précisées par le directeur régional de la protection civile du district de Bamako, le colonel sapeur-pompier Adamo Diatiki Diara, interrogé par Abdul Karim Kaba. Nous avons été alertés dans les environs de 20h20 pour quelqu'un qui s'est jeté dans l'eau du fleuve. Et nous sommes sur le pont des Martyrs. Aussitôt, nous avons actionné l'unité fluviale de la protection civile. Et l'unité est accompagnée des autres forces. Nous sommes là en train de faire des recherches. Et pour la protection civile, nous avons déployé 2 vedettes avec des hommes à bord. Ils sont en train de faire des plongées, faire des recherches. Et actuellement, ça fait plus d'1 heure de temps que nous sommes dans l'eau, en train de chercher l'intéressé. Selon les premiers témoins, c'est un homme âgé de 29 ans environ. Donc nous sommes là et les recherches continuent. Durant le mois de janvier seulement, nous sommes à notre 3e cas. Et la dernière fois aussi, c'était au niveau du pont Fad. Il y a eu 2 cas au niveau du pont Fad. Le 3e maintenant, c'est au niveau du pont des Martyrs. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à l'information. Plus que jamais, l'avenir de notre nation se construit dans l'unité, le respect et le sens du bien commun. C'est pourquoi nos grands-pères disaient « Une seule brindille se casse facilement, mais un fagot résiste au feu ». Rendez-vous demain à 20h pour une nouvelle édition au cœur de l'actualité. Au plaisir de vous retrouver, Dieu voulant. Bonne fin de soirée à tous.